Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Affluence record au Salon de l'Agriculture. 700 000 personnes en 8 jours se sont pressées porte de Versailles. C'est 10% de plus que l'an dernier. 1130 emplois directs menacés chez Continental. L'usine de Clairoy dans l'Oise pourrait bientôt fermer ses portes. C'est la direction elle-même qui le dit. Le site est en ce moment même en pleine période de chômage partiel. Et en ces temps de crise, les plans sociaux ont souvent des répercussions psychologiques sur les salariés, licenciés évidemment, mais aussi sur ceux qui restent. Nous verrons comment certains de leurs patrons leur viennent en aide. Notre grand format nous conduira en Inde sur les traces des Maharajas à Jaipur où une famille perpétue l'art de la taille des pierres précieuses et de la joaillerie depuis le XVIe siècle. Enfin, un 11e album qui sort la semaine prochaine, une tournée dont les places s'arrachent déjà par milliers et qui s'achèvera au Stade de France en juin 2010. Indochine fête ses 30 ans de carrière. Nicolas Sirkis est notre invité, c'est une exclusivité. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. On remballe au Salon de l'Agriculture. L'édition 2009 s'est achevée il y a 1 heure, tout juste, sur un record absolu d'affluence. 700 000 personnes venues de toute la France et d'ailleurs se sont pressées pendant 8 jours dans les allées de la Porte de Versailles. Nicolas Lemarinier, Claire-Marie Denis. Bouge pas. Allez, on bouge pas. Rassemblement des troupes, la fête est finie. Le 46e Salon de l'Agriculture s'achève ce soir sur un record de fréquentation. La fin. Près de 700 000 personnes ont rendu visite aux 4000 animaux de cette ferme parisienne, comme ces moutons qui vont retrouver dès demain la quiétude de leur campagne. Ils vont rejoindre l'élevage, ils vont retrouver leur bergerie où ils sont habituellement à cette période de l'année, en attendant les beaux jours pour retourner gambader dans les prairies. Vous avez la possibilité de les manger chaud ou froid, hein? Pendant 8 jours, le Salon de l'Agriculture a été la plus grande épicerie de France. Charcuterie, fromage, vin. En pleine crise économique, les centaines de producteurs présents attendaient ce rendez-vous avec impatience. Le salon de l'agriculture donne la tendance pour l'année des foires en général. Et alors là, la tendance, c'est quoi? Mais si c'est comme ça, je pense que ça sera bon. Je crois que les gens dépensent quand même pour se faire plaisir en fait, quoi. Le Salon de l'Agriculture pour le public familial, c'est d'abord les stands avec les animaux. Mais cette année, d'autres espaces ont attiré les adolescents, ceux qui présentent les formations de pointe et les nouveaux métiers du monde rural. Nous, en agriculture, on a beaucoup d'offres d'emploi non satisfaites. Donc on a voulu un petit peu donner une image réelle du métier, des métiers de l'agriculture, et non pas une image passéiste que beaucoup ont dans la tête, à savoir la brouette et la fourche. Les organisateurs craignaient que la crise ne fasse baisser la fréquentation du salon. Certains exposants s'étaient même décommandés. Ce soir, les agriculteurs et les éleveurs sont rassurés, leurs animaux ont bien travaillé. Encore un plan social en perspective. L'usine Continental de Clairoy dans l'Oise est menacée de fermeture. C'est la direction elle-même qui l'évoque. Après avoir formellement démenti cette hypothèse en novembre dernier, ce pourrait être la plus importante vague de licenciements dans le secteur automobile depuis le début de la crise. Romain Boutilly, Pascal Caron. Nouveau coup dur pour les salariés de l'usine Continental à Clairoy. Après la fermeture du site pour cause de chômage technique jusqu'à jeudi, ils craignent aujourd'hui une fermeture définitive. Hypothèse envisagée hier par la direction. Un site qui fait vivre de nombreux habitants dans cette ville picarde de 2000 âmes. On attend, on verra bien. De toute façon, on fera comme tous les autres, on subira. Malgré la conjoncture, on verra. On nous a demandé de travailler 40 heures au lieu de 35, avec un petit supplément d'argent, bien sûr, au niveau salaire. On pensait pérenniser la vie de la société en faisant ça, donc en faisant cet effort. Et on se rend compte maintenant que ça n'a servi pour l'instant à rien. L'usine de pneus Continental, c'est un peu plus de 1000 postes, rien que pour les emplois directs. Mais il y a aussi de nombreux sous-traitants, d'où l'inquiétude des élus locaux. Autour de tout ça, nous avons une manne de sous-traitance qui existe, qui représente un global humain de 3000 personnes. Donc c'est énorme et je pense qu'il faudra que le groupe Continental, dans les jours qui viennent, précise sa position vis-à-vis de tous. Depuis les années 30, le pneu est un moteur pour toute la région. Mais aujourd'hui, les carnets de commandes diminuent avec la crise. Résultat, la production aussi, 7 millions de pneus l'an dernier. L'équipementier allemand n'en prévoit plus que 5 100 000 cette année. Mais pour l'instant, la direction reste floue. Nous sommes dans une situation tellement difficile et tellement évolutive que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais demain, 1100 personnes peuvent se retrouver à la porte également. C'est le risque que je ne connais pas aujourd'hui.
Un comité central d'entreprise est prévu dans 15 jours, mais les salariés espèrent d'ici là davantage de précisions. En Guadeloupe, un homme de 35 ans est mis en examen pour le meurtre de Jacques Binot, ce syndicaliste tué par balle lors d'une manifestation à Pointe-à-Pitre le 18 février. Déjà condamné pour violence, il a été écroué. 4 autres personnes ont été remises en liberté mais placées sous contrôle judiciaire. Quant aux négociations, l'État estime que les revendications principales sont satisfaites et que l'activité de l'île, paralysée depuis 6 semaines maintenant, doit reprendre dès demain. Un appel jugé cavalier et irrespectueux par le leader de la contestation, le LKP. Je rappelle que l'accord signé sur les salaires est toujours rejeté par le MEDEF. Le LKP qui n'exclut pas pour autant une suspension de la grève. Une nouvelle réunion doit se tenir dans la nuit. En Martinique, les négociations contre la vie chère piétinent. Échec à nouveau la nuit dernière. Les jeunes restent particulièrement mobilisés. Le taux de chômage grimpe, il faut le dire, chez eux à 48%. Et la qualité des diplômes n'y change rien. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux, Loïc Delamornay et Guillaume Michel. L'avenir pour Yoma, c'était pile ou face. Comme toute jeune martiniquaise, elle connaissait les chiffres. 48% de chômage chez les jeunes. Une chance sur 2, elle est mal tombée, sans emploi pour l'instant, malgré un master d'urbanisme obtenu à la Sorbonne à Paris. Avec mon bac plus 5, on m'a proposé caissière, hôtesse d'accueil, standardiste, de tout. Française, mais de couleur noire. Pour elle, l'explication est parfois aussi simple que cela. Je n'ai jamais ressenti, mais j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé autour de moi et je voyais simplement que la dame qui répond au téléphone, c'est une Martiniquaise. Et celle qui est dans le bureau climatisé, c'est une blanche, tout simplement. Sur les hauteurs de Fort-de-France, ces jeunes se sont réunis en collectif appelé Martinique Avenir. Un horizon pourtant bien bouché. Qui a un emploi ? 2 ou 3 mains seulement se lèvent, alors qu'il y a ici des diplômés du BTS au doctorat. Leur collectif participe aux négociations actuelles et ils voient bien le problème. Tous les responsables qui étaient là, que ce soit le responsable de la police, préfet, procureur général, procureur de la Martinique, directrice de cabinet, il n'y avait pas un seul, excusez-moi de dire, il n'y avait pas un seul Antillais. Vous allez retrouver beaucoup de Martiniquais, d'Antillais d'une manière générale, qui seront en Angleterre embauchés à de très hauts postes, qui seront en Espagne, qui seront partout en Europe, en Australie, aux États-Unis, où vraiment on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer. On pourra faire comme on voudra, on aura les nombres de diplômes qu'il faut, mais on aura toujours un problème, ou que ce soit racial ou autre chose. Tous dénoncent une société cloisonnée. Il y a les béquets, bien sûr, ces grands propriétaires blancs, mais pas seulement. Même les chefs d'entreprise martiniquais feraient de la discrimination. Plus qu'un problème de race ou de personne ou de stigmate, nous dénonçons un système dans lequel une certaine forme de mimétisme entraîne certains de nos citoyens à avoir un certain comportement qui est le comportement des gens qui ont fait une bonne partie de notre population souffrir. Être jeune sous les tropiques n'a rien d'un paradis. Selon les chiffres de l'OCDE, les 4 régions d'Europe où le taux de chômage est le plus élevé sont tout simplement les 4 départements d'outre-mer français. En ce qui concerne le chômage des jeunes, la situation est pire encore en Guadeloupe avec 55% de jeunes chômeurs, le triste record revenant à la Réunion avec 59% de chômage chez les moins de 25 ans. Le sommet informel de Bruxelles avec 2 enjeux aujourd'hui à l'ordre du jour. D'abord les plans de sauvetage du secteur automobile et l'aide à l'Europe de l'Est. Dans un texte commun, les 27 se sont dit prêts à réexaminer l'aide déjà octroyée, mais pas question d'un grand plan d'aide globale. Sur place, François Baudonnet, Frédéric Furnémont. La poignée de main se veut cordiale. Pourtant, depuis un mois, Nicolas Sarkozy et son successeur à la tête du Conseil européen ne cessaient de se critiquer par presse interposée. Le Premier ministre tchèque reprochait à la France le protectionnisme de son plan automobile et il n'était pas le seul. Il n'est pas possible de prendre les emplois du voisin avec des subventions. Ce qu'il faut, c'est produire moins de véhicules en Europe. Mais le président français, conforté par le feu vert de la Commission européenne, estime que le débat est dorénavant clos. Si la maison mère, si Renault, si PSA n'a plus d'argent, vous comprenez bien la première chose qu'elle fera, c'est fermer les usines. Et si les groupes automobiles européens s'écroulent, ça va se traduire par quoi? Par des fermetures? Où voyez-vous du protectionnisme? Autre enjeu de ce sommet, la situation inquiétante des économies des pays de l'Est de l'Europe. Certains d'entre eux sont au bord de la faillite. La Hongrie a demandé un plan de 180 milliards d'euros pour cette partie du continent. Les 27 préfèrent une aide au cas par cas.
L'Europe va soutenir tous les pays en difficulté, et pas seulement les pays de l'Est. Ce soir, les dirigeants européens ont au moins évité un écueil, celui d'une opposition frontale entre la vieille Europe et les pays qui ont adhéré il y a 5 ans. Mais cette belle harmonie pourrait voler en éclats si la crise économique venait à s'aggraver. C'est le premier tribunal international antiterroriste. 4 ans après l'assassinat de Rafik Hariri, le tribunal spécial pour le Liban a ouvert aujourd'hui à La Haye. Il sera notamment chargé de condamner les auteurs de l'attentat contre l'ancien Premier ministre libanais qui avait fait également 22 autres victimes. C'était en février 2005. Il est 20h08, merci d'être avec nous à suivre dans votre journal le stress au travail, le mal du siècle. Certains patrons tentent d'aider leurs salariés. Football, retour sur la 26e journée de Ligue 1, PSG, Marseille, Bordeaux, tous les résultats. Et puis Indochine fête ses 30 ans avec un album et une tournée en exclusivité. Son leader, Nicolas Sirkis, est notre invité. Toujours pas d'explication après l'accident de ski qui a coûté la vie à une petite fille de 11 ans hier dans la station de Valseny, en Savoie. L'enfant a percuté un arbre de plein fouet alors qu'elle évoluait par beau temps au sein d'un groupe et qu'elle portait un casque. Compétitivité, rentabilité, flexibilité, comment améliorer la prévention du stress dans l'entreprise? Patronat et syndicats ont signé en novembre dernier un accord pour que chacun fasse des efforts pour mieux vivre ensemble. Un plan social est souvent source de grands traumatismes pour les salariés, ceux qui partent bien sûr, mais aussi pour ceux qui restent. Reportage Marie-Pierre Cassignard, Frédéric Capron. Tu veux qu'on te mette une cloison transversale ici en plus? Là ou là? Ou les deux? À l'identique, comme on a. Carla Rodriguez investit ce matin son nouveau bureau. Et pour ce qui est de la disposition, c'est elle qui décide. Je me demande à quel moment il y a un peu de soleil pour pouvoir... L'après-midi, on ne nous impose rien. Donc on a vraiment pu organiser notre bureau à notre manière. C'est un privilège? Oui. Un petit geste institué depuis peu chez Amadeus, une entreprise d'informatique secouée il y a 2 ans par un plan social. Ici, on a licencié massivement 1/3 du personnel au total après le rachat de l'entreprise. Un traumatisme. Pendant plus d'1 an, j'ai très mal vécu en fait, oui, ça c'est clair. Jusqu'à temps que je sache vers quoi me tourner, vers quel sera mon avenir demain. Vous voyez des gens qui pleurent, vous voyez des gens qui sont sous traitement, vous voyez des gens qui prennent des pilules pour se détendre. On n'avait pas forcément envie de travailler parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait, quoi. Rétablir la confiance, c'est la mission de Jean-Louis Richard quand il arrive à la tête de cette société de 200 salariés après le plan social. Ici, le stress, c'est un chiffre, 8% d'absentéisme, 2 fois plus qu'avant les licenciements. La rentabilité de l'entreprise est menacée. La première chose que j'ai vraiment ressentie, c'était une forme de douleur dans l'entreprise. Cette douleur se manifestait par des regards fuyants, des non-dits, une certaine incommunicabilité. L'entreprise se doit de réagir par rapport à cette maladie, entre guillemets, que pourrait être le stress ou la déprime ou la dépression, etc. Donc, Continuer à gagner de l'argent. Et entre autres, pour continuer à gagner de l'argent, oui, absolument. Mais comment intervenir sur ce qui n'est pas quantifiable, le mal-être, le stress? Amadeus décide d'offrir aux salariés qui le souhaitent un accompagnement individuel en dehors de l'entreprise, une démarche rare en France. Seuls 5% des sociétés font ce choix. Philippe Evaz est un jeune manager. Il dirige depuis peu un service de 30 personnes chez Amadeus. Un rôle nouveau et difficile. Il y a eu un petit moment, je dirais, une certaine tension lors de cet entretien. 2 fois par mois, sur son temps de travail, il vient dans ce cabinet de coaching pour apprendre à gérer son stress. J'ai énormément changé. C'est agréable? Bien sûr que c'est agréable. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est mieux au travail, on travaille plus efficacement. Cette assistante commerciale a choisi l'accompagnement d'un psychologue. Elle veut surmonter les problèmes avec ses collègues. Une anxiété assez permanente. Vous en êtes où par rapport à ça? Niveau sommeil, donc ça va. C'est Amadeus qui paye ses séances, 1 par mois pendant 1 an. Ici, elle parle travail, mais pas seulement. S'il faut se la jouer perso, je me la joue perso. Et c'est pareil avec la famille, quoi. J'ai dit stop, je rentre plus. Après 8 séances, la jeune femme y voit plus clair. Je me laissais marcher dessus, en fait, tout simplement. Et maintenant, j'apprends donc à dire ce que je pense et avoir confiance en moi. On se sent mieux.
un peu sur des hauts talons, j'allais dire. Les causes d'absentéisme et de maladie sont dues, dans plus de 50% des cas, à des origines psychologiques. Donc ce risque psychosocial devient, comme le risque physique du XXe siècle, le sujet du XXIe. Aujourd'hui, Amadeus annonce 3% d'absentéisme, moins que la moyenne nationale. Elle est redevenue une entreprise comme les autres. 6 400 000, c'est le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde. Beaucoup d'entre elles souffrent d'effets secondaires liés aux médicaments. Ainsi, Mohamed Nimoun, sous traitement depuis 7 ans, est devenu totalement accro au jeu de hasard, au point d'avoir ruiné sa famille. Véronique Gaglione et Françoise Mazou l'ont rencontré chez lui, à Montpellier. Pendant 7 ans, Mohamed Nimoun a pris des médicaments pour sa maladie de Parkinson. Efficaces, mais il ne se doutait pas alors de leurs effets secondaires incontrôlables. Mais ça me rendait fou, quoi. Je n'arrivais pas à me tenir dans la journée. Je pense qu'à sortir dans la rue et aller chercher à jouer. Car les médicaments l'ont rendu accro au jeu de hasard. Il dépense alors jusqu'à 1 000 € par jour. J'arrêtais pas, dès que je gratte, j'ai fini, je vais retirer encore les sous. Il ruine son ménage, emprunte ici ou là. En tout, peut-être jusqu'à 100 000 €. Il se sent coupable et sa famille alors ne comprend pas. Il était là, il nous promettait qu'il ne jouerait plus et il continuait à jouer. Donc vraiment, on avait l'impression qu'il trahissait notre confiance alors que c'était pas de lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il demande des comptes au laboratoire et aux médecins prescripteurs. La moindre des choses, c'est dialoguer avec le patient. On ne vient pas, mon père est arrivé, ça va, l'ordonnance, c'est comme quelqu'un, on l'envoie à l'abattoir, excusez-moi, entre parenthèses, c'est... Et voilà. On ne vous a pas averti des effets secondaires? Non, rien du tout. Le traitement a été prescrit pendant plusieurs années sans qu'il y ait véritablement d'évaluation efficace, puisque c'est, je rappelle, en milieu hospitalier que la prise de conscience a été faite, que ce traitement a été arrêté et que dès l'arrêt de ce traitement, on a de suite remarqué l'absence, enfin la disparition de cette addiction au jeu. En 2007, déjà à Nantes, un autre parkinsonien devenu accro au jeu a réussi à faire condamner médecins et laboratoires. Un malade sur 5 traité avec ce type de molécules dopaminergiques souffrirait de certains effets secondaires. Ce sont les plus belles parures de l'Inde, à Jaipur, dans la province du Rajasthan, au nord du pays. Une famille perpétue la tradition de la taille des pierres précieuses et de la joaillerie depuis le XVIe siècle. Les fortunes du monde entier sont familières de cette adresse, où nos correspondants Arnaud Miguet et Dominique Marotel ont été reçus à titre exceptionnel. C'est le grand format de cette édition. Tout commence au nord de l'Inde, au Rajasthan, le pays des rois. À partir du XVIIIe siècle, Jaipur devient capitale d'un royaume aussi puissant que riche. C'était la grande époque des Maharajas. Autrefois, le pouvoir et la fortune des Maharajas se mesuraient au nombre des éléphants et des bijoux qu'ils possédaient. Les Maharajas ne règnent plus. Mais Jaipur, la ville rose, longtemps centre mondial de la taille et du commerce des pierres, garde ce temple de la mémoire, le Gem Palace ou Palais des Gemmes. Son gardien, c'est lui. Monu Kasliwal, avec ses frères et ses cousins, est l'héritier d'une famille de joailliers depuis 8 générations. C'est là qu'il travaille et dessine ses plus belles pièces, dans la plus pure tradition de ses aïeuls. Bijoutiers et fournisseurs attitrés de ces Maharajas qui n'hésitaient pas à se couvrir de bijoux, et pas n'importe lesquels. Regardez un peu la taille de cette émeraude et de tous ces diamants. Ce sont toutes des pierres d'époque. Des trésors qu'il nous dévoile, aussi extravagants qu'inestimables. Comme cette perle naturelle, 2e plus grosse au monde, elle servait de boîte à opium, ou ces rivières de diamants indiens. Cette pièce, 780 carats. Torrent de rubis birmans, saphirs, améthystes, aigues sertis dans l'or le plus fin. Il y a l'ancien et le brut. Ces émeraudes sorties de terre afghane valent 3 millions d'euros. Dans les ateliers de la maison Kasliwal, les lapidaires travaillent les pierres précieuses et semi-précieuses, sous l'œil attentif du maître.
Ici, c'est la meilleure partie de la pierre. C'est là qu'il faut couper. Qu'il s'agisse de créer, restaurer ou reconstituer un joyau de Maharaja, ces artisans utilisent des outils ancestraux sans compter leurs heures. Les pierres gardent plus de caractère comme cela. Je n'aime pas quand la taille est trop mécanique. La boutique est discrète, mais le Gem Palace reste une institution. La clientèle de la famille Caslival ressemble à un bottin mondain international, de feu Lady Diana à Bill Clinton. On y vient essayer leurs créations, mais aussi des bijoux anciens de collection. Ces parures qu'elle est en train d'essayer valent plus de 400 000 €. Ces bijoux furent portés par les Maharajas eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les nouveaux Maharajas, ce sont les grands industriels. Eux seuls peuvent se permettre d'acheter ces bijoux. L'âge d'or des Maharajas fait toujours rêver. Quand on porte ces bijoux, on se sent comme une princesse. On se sent tellement belle. Mounou Caslival est un passionné boulimique de travail. Il prépare actuellement une exposition à New York sur ses joyaux, mais il a réussi à ancrer cette vieille maison dans la modernité, dans un secteur qui ne connaît pas la crise. Effet César immédiat, Séraphine, où cette statuette fait le plein depuis 2 jours. 500 000 spectateurs ont déjà vu Yolande Moreau en domestique possédée par Dieu et les couleurs. Ils étaient très nombreux cet après-midi à vouloir découvrir maintenant le meilleur film et la meilleure actrice de l'année. Pascal Deschamps, David Fossard. Vous avez 5 places pour Séraphine. Ce cinéma parisien a eu du nez. Il programme Séraphine depuis sa sortie en octobre, mais depuis 2 jours, le film fait le plein, comme l'a constaté aujourd'hui le distributeur. Le soir, je crois qu'on a quasiment fait complet, non, samedi soir? Ouais, tout à fait. Ouais. On a fait pratiquement complet l'avant-dernière séance. Donc vous avez bien fait de le garder, le film? Bah, tout à fait, oui. Et hop, 7 Césars, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice. De quoi relancer la carrière du film. On va remettre le film en salle de manière conséquente et c'est vrai on espère entre 200 ou 250 000 entrées supplémentaires. Mais sur une carrière qui était déjà bien remplie. Car le film avait déjà atteint 560 000 entrées, ce qui n'est pas rien. Cet après-midi, il a conquis ses nouveaux spectateurs. Ouais, c'est un très beau film, hein. Ouais. Je crois qu'il méritait le César. Vraiment. Ah, moi, ça m'a énormément plu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui. Tout à fait. Les décors et puis le jeu de l'actrice. Surtout le Yolande Moreau, formidable, d'un bout à l'autre. Moi, je suis pas forcément porté sur ce genre de films un peu anciens qui sont pas du tout dans l'époque d'aujourd'hui, quoi. Je trouve que c'est pas mon truc au départ, et là, on est conquis. Conquis comme ceux qui vont ensuite découvrir l'étoile de la vraie Séraphine au musée Mayol. Une exposition, elle aussi, prolongée jusqu'au 30 mars. Et voici comme chaque dimanche le box-office, les meilleures entrées au jour de la sortie des films. En tête, Grand Torino 2 et avec Clint Eastwood, vétéran de la guerre de Corée, raciste et réactionnaire. Une tranche d'Amérique dans les années 70. Bon démarrage aussi pour la comédie Cyprien, servi par un Elie Semoun très inspiré. En 3e position, Underworld, une histoire de vampire qui se déroule au Moyen-Âge, tout un programme. Enfin, Bel Ami de Claude Chabrol avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac et Jacques Gamblin. Que retiendra-t-on des 24e victoires de la musique hier? Camille, Arthur H, Thomas Dutronc, les Bébés Brunes ou encore Julien Doré, mais peut-être plus encore la présence lumineuse d'Alain Bachung, 3 fois récompensé, interprète de l'année, album de variété de l'année et meilleur spectacle, et 3 fois salué par un public debout, ému aux larmes, émotion renvoyée par l'artiste, affaibli par la maladie, mais heureux d'être là. Puisque vous êtes là, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez envoyé tellement d'amour. Je veux remercier les personnes qui se sont lancées avec moi dans une tournée qui pouvaient s'arrêter n'importe quand. Et puis ils ont continué quand même. Ils m'ont fait confiance. Bonsoir Nicolas Sirkis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est une exclusivité France 2 car vous êtes plutôt rare à la télévision. On parlera du nouvel album d'Indochine dans un instant, mais d'abord vous avez suivi la cérémonie. Je sais, hier soir, vous avez vu Alain Bachung à l'instant. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup d'émotions. En plus, pour lui, pour sa famille, toute l'équipe qui travaille avec lui, qui sont lancés dans ce truc. Donc c'était très émouvant.
Alors on va parler de vous maintenant et d'Indochine. Pas facile de résumer 30 ans de carrière en quelques minutes. Dans ces cas-là, il faut faire simple. De dissidence politique à la République des Météores. Retour avec Bruno Le Dreff et Mathilde Rougeron sur la carrière d'un groupe à la longévité jamais égalée en France. Le phénomène dure depuis près de 30 ans. 30 ans qu'elle court à la rencontre de Nicolas S. S comme Sirkis, bien sûr. Monsieur Sirkis, voici d'ailleurs votre première télé, 1 an à peine après la création d'Indochine. Viennent ensuite les années psychédéliques. Un son qui prend forme. Et ça marche. Le 3e disque d'or d'Indochine pour leur 3e disque, amplement mérité parce que c'est un groupe formidable. Années 80, année Indochine. Le groupe enchaîne les succès, plus de 2 millions d'albums vendus en 10 ans. Après les pyjamas, Nicolas peut s'offrir de jolis pulls. Par là, ouais. Indochine. Après une période difficile, un album qui se vend mal, leur maison de disques qui les vire, une partie des membres qui s'en va, le 21e siècle sera Indochine ou ne sera pas. Les titres remplissent les gorges et résonnent dans les oreilles. Nicolas se met à nu et le public aime ça. Le prochain album est en route, le single, déjà à l'antenne. Nicolas Sirkis, c'est bizarre, c'est particulier de voir un condensé de sa carrière comme ça en moins de 2 minutes. Oui, j'avais pas vu ces images depuis un bout de temps, ouais, c'est bizarre, ouais. La République des Météores sort le 9 mars. Un mot du titre, République des Météores. Dans l'une de vos chansons Républica, vous dites on sera républicain de loin. Vous pouvez expliquer? C'est une façon de dire qu'on appartient un peu tous à cette sorte de république là que vous exposez dans les journaux et qu'on n'est pas dupe. Il ne faut pas être trop dupe. Dupe de quoi? Être dupe des mensonges. La crise qu'on vit aujourd'hui, par exemple, elle est uniquement basée sur les mensonges, sur les gens qui ont trahi les autres, etc. Donc il ne faut pas être dupe. Républicain de loin. Restons polis, mais de loin. À propos, vous parlez aussi, vous dites que vous avez du mal avec les artistes, et particulièrement avec les artistes qui habitent en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, de toute façon, sur cette chanson, je dis aussi autre chose, que j'ai mis les vêtements de ma mère, que je suis un cas désespérant. Mais j'ai été un peu choqué, effectivement, le jour de l'élection du nouveau président de la République en France, que 2 ou 3 artistes qui l'ont félicité en premier soient des exilés fiscaux. Ça m'a un petit peu dérangé. Voilà. Alors, la République des Météores, c'est probablement, c'est pas une formule marketing, mais l'album le plus attendu d'Indochine. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une telle attente? Je sais pas, c'est vrai que c'est... Curieusement, c'est l'album qui suscite le plus d'interrogations, le plus d'attentes depuis qu'on a annoncé la fin de son enregistrement il y a à peu près quelques mois. Et il est méga attendu, donc on a méga peur, mais bon, on reste confiant sur ce qu'on a fait. Mais ça va méga bien se passer, non? J'en sais rien, on verra ça dans une semaine. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez une idée de la raison pour laquelle il y a eu un vrai creux de vague dans les années 90? Je trouve que c'est un peu normal quand on a une trentaine d'années là comme ça, là on est à 28, 29 ans, mais qu'à un moment donné les gens ils en ont un peu marre aussi. On essaie de se faire discret et puis après je veux dire qu'il y ait des retours de bâton, des choses comme ça, je trouve ça un petit peu normal. Après moi j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste, parfois sur des critiques, des choses comme ça, parce que c'est que de la musique quoi, donc ça méritait pas non plus une sorte de charge comme ça, mais ça fait du bien aussi. La mort de votre frère jumeau qu'on a revu dans le sujet de Bruno Le Dreff, Stéphane, membre fondateur du groupe avec vous, remonte à 10 ans quasiment jour pour jour. Il y a un livre qui vient de paraître, écrit par votre autre frère, un livre qui est très dur contre vous. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Mais moi je crois savoir qu'il y a à peu près 3-4 livres qui sortent en ce moment sur nous. Je les ai pas lus, personne nous a proposé d'ailleurs de les lire. Et là-dedans je trouve qu'il y a des marchands de mort et il y a des marchands de vie. Moi j'ai choisi la vie.
et je ne voudrais pas non plus m'étaler là-dessus. Un dernier mot pour finir, qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans de carrière, longévité record pour un groupe français? La vie. Merci beaucoup Nicolas Sirkis. Merci. La République des Météores, très très bel album qui sort donc le 9 et puis je le rappelle 26 juin 2010, parce qu'il y aura une grande tournée qui s'achèvera donc au Stade de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Sport, on commence par la victoire de Julien Liseroux dans le slalom de Granjka Gora en Slovénie, la deuxième pour le Français dans une épreuve de Coupe du Monde. Jean-Baptiste Grange, parti grand favori, ne s'est classé qu'en 29e position, mais il reste néanmoins leader de la Coupe du Monde de la discipline. Football, et la logique est respectée pour cette 26e journée de Ligue 1. Bordeaux bat Lorient, Marseille s'impose à Caen et le Paris Saint-Germain écrase Nancy. Julien Benedetto. Paris, c'est du sérieux. Le club de la capitale confirme son statut de dauphin de Lyon après sa nette victoire contre Nancy 4-1. Auteur d'un doublé, Guillaume O'Haraud s'installe en tête du classement des buteurs et frappe à la porte de l'équipe de France. Julie et Cessignon parachèvent le festival offensif d'un PSG euphorique en ce moment. Pour Marseille, on craignait le trou normand 3 jours après l'éprouvante qualification européenne. Mais à Caen, l'OM s'impose 1-0 grâce à ce but du Brésilien Brandao. Et puis Bordeaux retrouve le sourire. Éliminé en Coupe d'Europe, les Girondins se relancent en battant Lorient 1-0, but de Chamac. Monaco égalise à la dernière minute contre Saint-Etienne, match nul 2-2. Lyon reçoit Rennes ce soir. Au classement, le PSG et l'OM se rapprochent de l'éternel leader. En bas de tableau, Saint-Etienne s'enfonce. Les Verts sont ce soir avant-dernier de la Ligue 1. Comme chaque dimanche, l'agenda de l'actualité de la semaine à venir. Mardi 3 mars, les fonctionnaires ont rendez-vous avec Eric Woerth, le ministre du Budget. Mercredi 4, la nouvelle secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, sera en visite au Proche-Orient. Elle rencontrera notamment Benjamin Netanyahou, le chef de la droite israélienne, à Jérusalem. Enfin, dimanche, ce sera la journée internationale de la femme, comme chaque 8 mars. Mais je vous rappelle que c'est tous les jours, bien sûr, la journée de la femme. C'est la fin de cette édition. Voici le principal titre que nous avons développé. On remballe au Salon de l'Agriculture. L'édition 2009 s'est achevée il y a 1h30 maintenant sur un record d'affluence. 700 000 visiteurs sont venus pendant 8 jours fouler les allées du Salon. 4 000 animaux avaient également fait le déplacement. Dans un instant, juste après la météo de Nathalie Riouet, votre film Le Papillon avec Michel Serrault. Demain, pour l'information, vous retrouverez Élise Lucet à 13h et David Pujadas à 20h. Excellente soirée sur France 2. Merci de votre fidélité. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.